Europe Matin. Élysée 2022. Matinale spéciale. Dimitri Pavlenko. Et qui est l'hôte de l'Élysée 2022? La réponse, on l'a depuis donc hier soir 20h05, 20h tout court. Oh, on l'avait même un petit peu avant. Il y a des chaînes de télé qui ont craqué l'embargo. Je vais pas donner de nom, mais tout le monde le sait. 58,5% des suffrages pour Emmanuel Macron, 41,5% pour Marine Le Pen. On débrief, on continue ce grand débrief du second tour de l'élection avec Jacques Serret, Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. Rebonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP qui nous a rejoint. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Dimitri. Alors écoutez, on a passé en revue pas mal de questions à l'instant avec Michel Vivorca et Jérôme Jaffré. J'aimerais qu'on continue d'explorer un petit peu le bilan que l'on peut faire de ce second tour. On n'a pas beaucoup parlé de l'abstention. Quand on regarde comment passer à côté, c'est plus d'un électeur sur 4, 13 600 000 de Français qui ne sont pas allés voter. Et j'ajoute que parmi ceux qui sont allés aux urnes, vous en avez presque 5% qui ont voté blanc, Frédéric Dabi. Qu'est-ce que ça nous dit ? Tout à fait, vous avez tout à fait raison de parler de cela. Ce n'est que la troisième fois depuis le début de la Ve République qu'on a moins voté au second tour qu'au premier tour. C'est un record d'abstention au second tour. Je mets de côté la présidentielle de 1969 qui est quand même relativement ancienne. Et c'est vrai qu'avec un bloc abstentionniste, un bloc de blanc nul, même s'il y a eu moins de bulletins blancs et nuls en 2022, environ 3 millions, qu'en 2017 où il y en avait eu 4 millions. 3 millions de bulletins blancs, 1 million de bulletins nuls. Ça montre à quel point il y a une partie du corps électoral qui ne s'est pas senti concernée par cette élection. Et là, il y a un vrai paradoxe. Campagne de premier tour, on l'a vu d'ailleurs ici, extrêmement décevante, pas de débat, des Français frustrés. Pour autant, un score de participation pas si mauvais compte tenu du cycle abstentionniste que l'on connaît. Là, un second tour qui a plus était dans les canons d'une campagne de second tour traditionnelle. Le président sortant a vraiment fait campagne. L'Ukraine avait de ce point de vue-là disparu. Un débat d'entre-deux tours, on a vraiment vu les projets de société, les visions du monde complètement antagonistes, et pour autant, on a cette part de l'électorat, par exemple mélenchoniste, 45% d'entre eux, qui étaient sur une logique de nini, de renvoyer dos à dos, pour prendre une phrase historique, bonnet blanc et blanc bonnet. Ouais. Est-ce qu'il faut y voir, on a notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belzic, nous faisait la relation de ce que l'on dit en Chine, ce matin de l'élection présidentielle, et là on se gargarise en Chine de, vous voyez, l'affaiblissement du modèle démocratique français. On voit évidemment l'intérêt politique qu'en tirent les Chinois, mais est-ce que l'on peut tirer aussi cette leçon-là du scrutin, selon vous? Il y a quand même quelques symptômes d'un problème ou d'un malaise. C'est-à-dire que certes, évidemment, il y a une large victoire d'Emmanuel Macron, clairement c'était une performance aussi, parce que c'est quand même assez rare. C'est même le premier président sortant qui a, depuis le début du passage au quinquennat, qui a réussi à se faire réélire. Mais vous aviez par exemple, je regardais ça, c'était il y a quelques semaines, il y avait encore des sondages qui expliquaient que 8 Français sur 10 ne voulaient pas d'un second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Et pourtant, c'est un paradoxe. C'est quand même ce duo qui a été choisi. Donc, on voit bien qu'il y a un problème qui est à la fois aussi qui se traduit dans l'abstention et dans le vote blanc. Mais comment c'est possible ça? Enfin, attendez. Attendez. Comment se fait-il que 8 Français sur 10 disent je ne veux pas de ce duel? Parce que c'est 8 Français sur 10 et en même temps, ce ne sont pas forcément ces Français-là qui ont été votés. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas allés voter. Il y en a qui ont voté par défaut. On essaie de percer le mystère avec Frédéric Dabi. Je nuancerai. On fait pour le JDD en octobre 2017, on refait le match, on refait la présidentielle 6 mois après. Second tour qui sort, Macron-Le Pen. Il n'y a pas eu une enquête en 5 ans, et il a été de bon ton de taper sur les sondages à plusieurs reprises, qui n'ait pas donné ce second tour. Quand, dans d'autres types de questions de sondage, on demande « Souhaiteriez-vous un second tour ?» Macron-Le Pen, on est plutôt sur 70% de non. Mais parmi ces noms, il y a des électeurs Macron qui ne veulent pas voir Marine Le Pen face à eux. Il y a des électeurs Le Penistes qui disent surtout pas ce maudit président. Donc la meilleure manière quand même de je dirais, mesurer le souhait d'un second tour électoral, ça reste une intention de vote. Mais c'est vrai qu'on avait ces mêmes pourcentages sur Sarkozy-Hollande, mais voilà, les électeurs finalement sont allés au-delà et ont qualifié ni Sarkozy, et François Hollande ne s'est pas représenté. Jacques Serret, je vais en faire parler l'expérience, parce que vous suivez Emmanuel Macron pas à pas depuis maintenant l'été dernier. Dans quel état d'esprit se trouvait-il ces derniers jours, ces dernières semaines, lui qu'on a vu fatigué, évidemment, avec la succession des crises les unes derrière les autres, qu'on a vu en maîtrise de ces sujets, mais très agacé par son adversaire lors du débat, ça sautait quand même relativement aux yeux.
Ce matin, il est dans quel état d'esprit, d'après vous, le président de la République ? Alors ce matin, dans quel état d'esprit il est, Non, ça, vous n'êtes pas dans ne sa sais tête, pas. mais politiquement, comment on lit la scène depuis la lanterne où, semble-t-il, il a passé la nuit ? Je pense qu'il y a vraiment un peu une frontière entre le premier et le deuxième tour, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout rentré dans cette campagne avant le premier tour. Il est rentré dedans après. Il y a eu vraiment une vraie campagne dans cette entre-deux tours. Au final, donc, il a fait 11 déplacements sur l'ensemble de cette campagne, ce qui est relativement peu, 2 meetings officiels, entre guillemets. Aujourd'hui, je pense qu'il est toujours dans cet état d'esprit. Je pense qu'il est resté, je pense qu'il a pris conscience après le premier tour de cette erreur de ne pas être rentré dans la campagne. Et aujourd'hui, il se retrouve face à un pays divisé. Il doit rassembler. On l'a vu hier dans son discours au Champ de Mars. Mais a-t-il vraiment intégré que le résultat l'oblige, comme il l'a dit hier, à l'égard notamment des 22% d'électeurs qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon et près d'un sur deux qui ont voté pour lui hier. Il semble l'avoir intégré, si on reprend les mots de son discours hier. Après, dans son entourage, ils sont un peu divisés sur cette question de reprendre ou pas la ligne un peu à gauche qui a été dévoilée dans cette entre-deux tours. Est-ce qu'il doit prendre en compte les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont voté notamment plus d'1 sur 2 pour lui lors de ce second tour ou pas? C'est-à-dire que dans son équipe, certains disent il a été élu, il a gagné, il a été élu sur un projet et il faut le faire. Sur un projet, oui et non. J'ai envie de vous dire, parce que en l'occurrence, le projet, il tient en quelques formules, quelques grandes idées, on va dire les retraites, on va dire France Travail pour remplacer Pôle emploi. J'en oublie peut-être, mais passer cela, il n'y a quand même pas grand-chose. Non, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien où on va aller exactement. Et hier soir, moi, ce qui m'a frappé dans le discours d'Emmanuel Macron, un discours très sobre, très simple, pas de triomphalisme, c'est qu'en fait, je pense qu'Emmanuel Macron a compris qu'il n'y aurait pas d'état de grâce. D'ailleurs, il n'y a pas d'état de grâce, puisque dès aujourd'hui, les stratèges autour d'Emmanuel Macron et Jacques Serret en parlaient à l'instant, sont en train de discuter, de savoir avec qui gouverner, quelle majorité, avec effectivement 2 lignes. Il y a un camp qui considère que, en fait, comme Emmanuel Macron a gagné, eh bien, ça écrase tout et on passe à autre chose. Et puis, il n'y a pas d'échéance d'élection de mi-mandat. Et puis, les prochaines, c'est les sénatoriales. Je crois que c'est en 2023. Et puis, c'est un scrutin qui est un peu différent des autres. Et puis, vous avez une autre partie de l'équipe d'Emmanuel Macron qui considère, comme l'a dit Jacques Serret, que un électeur sur 2 de Jean-Luc Mélenchon du premier tour a voté pour Emmanuel Macron et que donc il faut qu'Emmanuel Macron compose avec ça. Mais ce qui voudrait dire s'il décide de composer avec ça, ça veut dire qu'en fait Emmanuel Macron doit s'ouvrir vraiment très à gauche. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est il va y avoir une sorte de possible grand écart entre un Éric Woerth qui vient des Républicains et des gens très à gauche. Alors, on a le précédent de l'ouverture de Nicolas Sarkozy en 2007. Bon. Et même de François Mitterrand en 88, c'est pas la même époque, mais c'est une tentative. Il faut pas oublier, bien sûr, l'ouverture à gauche peut être importante. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron a intégré dès le premier tour énormément d'électeurs de droite. Dans notre sondage IFOP fiducial de premier tour, on a 40% de l'électorat Fillon qui a choisi Emmanuel Macron au premier tour. Donc ça aussi, ça oblige également. Et puis le deuxième tour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait. Mais je pense que du côté des leaders de la France insoumise, quoi que fasse Emmanuel Macron en termes de mesures, en termes de messages envoyés à gauche, ça sera perçu comme insuffisant. Il est toujours taxé d'ultralibéral. Quand on a mis en place le quoi qu'il en coûte, ça peut faire sourire. On va pas tirer des bandes sur les législatives parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Peut-être revenons à l'actualité plus immédiate. Jacques Serret, l'homme des coulisses. Le casting pour Matignon. Alors moi je lis à peu près les mêmes noms depuis maintenant 2-3 semaines. Il est mort de rire, Jacques Serret. Elisabeth Borne, non mais Julien ça ne fait Denormandie. que commencer. C'est-à-dire que là les prochains jours ça va être les noms, les rumeurs, mais voilà. ça va être ça. Je donne ceux que l'on lit ce matin. Elisabeth Borne, Julien Denormandie, Richard Ferrand, Christine Lagarde, l'actuelle présidente de la Banque Centrale Européenne. L'Express éclaire un petit peu la fiche de poste et en disant fadeur requise. Faut surtout pas faire de l'ombre à Emmanuel Macron. Quand on dit qu'il faut déjupitariser, si je puis dire, l'Élysée, c'est quand même mal parti là. Oui, et tous ces noms-là, ce sont des noms qui circulent en effet en coulisses. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des élections législatives qui vont venir. Donc certes, un nouveau Premier ministre va être nommé. On pourrait changer 2 fois de Premier ministre dans les 2 prochains mois. Ça va être aussi la question. C'est-à-dire que ça va jouer aussi en fonction du prochain scrutin désormais. On pourrait avoir un Premier ministre tampon jusqu'aux législatives et après... En fonction du résultat. Qui pourrait rester Jean Castex. N'oublions pas qu'en 2017, on s'est aussi amusé à faire une liste de Premiers ministres. Tous ont été cités,
sauf un, Édouard Philippe. Donc personne n'avait anticipé souvent la nomination. Donc il y a l'effet de souvent l'effet de ceux qui surprise veulent qui est obtenir fort. le poste font fuiter les noms très Voilà. habilement, parce qu'ils Les noms savent des que autres. Emmanuel Macron ne supporte pas voir des noms dans la presse, et donc Ouais. souvent ceux qui sont cités n'obtiennent pas le poste à la fin. n'a pas cité votre nom. Hein. Ah non, et non plus le vôtre, Dimitri, C'est vrai, attention, vous avez préparez vos remarqué. valises. Merci beaucoup, messieurs. Louis Merci. Dragdel, Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et Frédéric Dabil, directeur général de l'IFOP. Merci à tous les trois.